Le 27 juillet 2003, dans la ville de Tremont, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, un homme appelle la police après avoir remarqué quelque chose d'étrange au bord d'un chemin de terre. Les policiers arrivent quelques minutes plus tard. Ils délimitent la zone, prennent des photos, échangent des regards sans parler. Le corps d'une femme a été laissé là, loin de tout. Son corps est immobile, comme abandonné par le monde. Aucun témoin, aucun mouvement. La police pense à une affaire isolée. Un drame de plus dans une Amérique qui s'y est habituée. Mais il se trompe car ce n'est pas un accident, pas une erreur. C'est le premier indice d'une traque lente et calculée. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais bien réelle, du tueur en série, Larry Bright, aussi surnommé The Bone Crusher, ou le broyeur d'os en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Larry Dean Bright naît le 8 juillet 1966 dans la ville de Peoria, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Sa mère, Shirley Bright, l'élève dans une maison discrète, loin du regard des autres, dans un quartier où on apprécie le silence et où les portes restent fermées. Aucune archive ne mentionne la présence d'un père, comme si cette figure n'avait jamais existé dans sa vie. L'enfance de Larry se déroule derrière des rideaux tirés, dans un foyer où le temps s'écoule lentement, entre une mère présente, mais parfois distante, et un fils qui apprend tôt à s'occuper de lui-même. Il ne laisse que peu de traces dans les photos de classe, toujours au fond, le visage fermé, incapable de croiser le regard de l'objectif. À l'école, il n'est ni brillant, ni remarquable. Il ne fait pas de vagues, il ne s'exprime pas beaucoup. Les autres enfants l'ignorent, et lui semble s'y être habitué. Ceux qui l'ont croisé gardent le souvenir d'un garçon qui donnait l'impression de porter quelque chose en lui, sans jamais dire ce que c'était. La maison des Bright, au 3418 West Star Court, ne paye pas de mine. Une maison typique de la middle class américaine, mais avec une clôture usée, un jardin mal entretenu et un porche où personne ne s'assoit. C'est là que Larry grandit. C'est là que ses références se forment. Il passe ses après-midi seul, souvent devant la télévision ou dans le jardin, sans amis, sans bruit, juste des heures qui s'étirent et une mère qui le laisse faire. Dans le quartier, on dit parfois qu'il avait quelque chose de différent chez lui. Pas de méchanceté ou de violence, juste une présence qui mettait mal à l'aise. Certains voisins préféraient traverser la rue plutôt que de croiser son regard. En grandissant, Larry ne change pas vraiment. Il ne se fait pas de nouveaux amis. Il ne sort pas. Ce qu'il pense, personne ne le sait. Ce qu'il ressent, il ne le montre pas. Ce qu'il cache, cela prend racine. Les années vont passer et rien ne vient rompre cette routine. Aucune activité extrascolaire, aucun encadrement. Juste une mère qui fait ce qu'elle peut et un fils qui s'enfonce dans un silence qu'il ne quittera plus jamais. Ce n'est pas une enfance dramatique, pas une histoire de cris ni de coups. Juste une existence dans l'ombre. Au début des années 80, Larry Bright est toujours inscrit dans un lycée du comté de Peoria. Il a passé l'âge de jouer dans la rue, mais ne semble pas pour autant faire partie de ceux qui fréquentent les fêtes ou les événements scolaires. Il est grand, mince, le visage long, avec une expression permanente entre l'ennui et la méfiance. Il n'a pas de club, pas d'entraînement, pas de routine particulière. Il rentre tous les soirs au même endroit, la maison de sa mère, qui ne semble jamais avoir changé d'une brique. À cette époque, les voisins racontent que Larry y restait dehors pendant des heures, à regarder les voitures passer, sans dire un mot. Un enfant devenu adolescent et déjà en marge, comme si quelque chose en lui avait glissé hors des codes. Il ne parle pas de ses émotions, ne réagit pas quand il est critiqué. Il observe, il emmagasine. Plus tard, en 1984, à l'âge de 18 ans, il quitte l'école sans fanfare. Pas de diplôme remarqué, pas de mots d'au revoir.
Il s'éloigne des couloirs du lycée comme il y était entré, sans bruit, sans trace. Dans les mois qui suivent, il enchaîne quelques petits boulots, comme du jardinage, des livraisons. Il fait aussi des peintures intérieures. Une instabilité qui ne l'ancre pas dans la société. En 1985, il semble s'éloigner définitivement du parcours classique que la majorité de ses anciens camarades suivent. Certains parlent d'un changement dans sa personnalité. Il devient plus nerveux, parfois agressif. Mais ce n'est qu'en 1989, le 4 mars très exactement, que le nom de Larry Dean Bright apparaît pour la première fois dans les rapports de police. Il est alors âgé de 22 ans lorsqu'il est arrêté à Yates City pour des faits de désordre public et de résistance à l'interpellation. Il n'a pas d'antécédents connus, mais le rapport décrit un comportement désorganisé, une attitude hostile envers les forces de l'ordre et un regard vide qui déconcerte les agents. C'est une première alerte, mais à ce stade, personne ne relie cela à quelque chose de plus grave. Après un court séjour en prison, il rentre chez lui et la vie continue, en apparence en tout cas. Après cette première interpellation en 1989, rien ne semble changer en surface. Larry continue de vivre avec sa mère au même endroit, dans cette maison qui ne semble jamais avoir bougé. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose commence à s'effondrer. Il s'isolera de plus en plus. Ce qui n'était autrefois qu'un silence habituel devient une muraille. Larry ne parle plus à personne. Il coupe les liens les uns après les autres. Certains diront qu'il est déprimé, d'autres qu'il est simple d'esprit, mais aucun n'imagine que ce qu'il combat à l'intérieur de lui est bien plus sombre. À cette même période, il commence aussi à développer une méfiance constante envers les autres, une sorte de paranoïa qui n'est pas encore totale, mais qui s'infiltre dans ses pensées, dans ses gestes, dans son regard. Il dit parfois que les gens l'espionnent, qu'on lui veut du mal, mais il ne s'explique jamais. En 1993, il entretient une relation avec une femme du nom de Christy Belleville. Peu après le début de leur vie commune, ils se marient. Christy a une fille en bas âge, un bébé de 7 mois, qu'elle confie parfois à Larry lorsqu'elle est au travail ou en déplacement. Puis un jour, tout bascule. La petite est retrouvée morte après avoir passé la journée seule avec Larry. Les services d'urgence sont appelés, mais il est déjà trop tard. Les premiers rapports sont inquiétants. Le médecin légiste soulève des interrogations. La police ouvre une enquête pour mort suspecte. Larry est interrogé à plusieurs reprises, mais aucune preuve concrète ne permet de l'incriminer directement. Les déclarations sont floues, les faits ne collent pas toujours. Et faute d'éléments, le dossier est finalement clos. Ce drame marque un tournant. Peu après, Christy obtient une ordonnance de protection pour violence domestique. Elle l'accusera d'avoir été impulsif et violent. Larry, lui, reste muet, comme toujours. Il ne nie pas, il ne confirme pas, il s'enfonce. En 1997, leur mariage prend définitivement fin par un divorce. Dans les années qui suivent, Larry change. Il devient de plus en plus obsessionnel. Il s'enferme dans des habitudes toxiques. Il se met à fréquenter des milieux marginaux, à proposer de l'argent ou des substances en échange de compagnie. Ses relations sont brèves, sans attache. Il choisit des femmes en difficulté, souvent dépendantes, livrées à elles-mêmes. À ce stade, il n'a pas encore commis l'irréparable, mais son esprit est déjà ailleurs. Il parle moins, il écrit parfois des choses confuses sur des bouts de papier. Il parle de trahison, d'humiliation. Au début des années 2000, Larry Bright n'a plus de vie sociale ni de stabilité. Il vit toujours à Peoria, dans la maison de sa mère, mais cette présence n'est plus qu'un décor de fond. Il passe le plus clair de son temps seul, enfermé dans un monde qui lui appartient. À ce stade, il consomme régulièrement des substances, ce qui accentue son isolement et sa fragilité psychologique. Il ne cherche plus à être accepté, il cherche à se défendre contre des menaces qu'il est le seul à percevoir. À cette période, il raconte à certains qu'il a eu un rapport non protégé avec une femme rencontrée en ville. Depuis, il est persuadé d'avoir été infecté par une maladie. Les médecins le rassurent, les tests sont négatifs. Mais il n'y croit pas. Dans sa tête, c'est déjà trop tard. Il pense avoir été sali par une femme, qu'on lui a pris quelque chose. Ce déclic va devenir obsessionnel. À ses yeux, toutes celles qui lui rappellent cet épisode sont à présent des menaces. Il parle de contamination, de punition,
de nettoyage. Il s'isolera davantage, observant de plus en plus les femmes en marge, celles qui sont déjà ignorées par le monde. Il les rencontre dans les rues de Peoria, leur propose de l'argent ou des substances en échange d'un moment en leur compagnie. Souvent, il se contente de les regarder, d'autres fois, il devient agressif. Son comportement est de plus en plus instable. Parallèlement, dans sa salle de bain, il commence à tout organiser à sa façon. Il range, il déplace les objets, il prépare. Dans le jardin de sa maison, il creuse une petite fosse, puis une autre. Il prétend que c'est pour les déchets. En réalité, il sait exactement ce qu'il fait. Il ne fait confiance à personne. Il répète que le danger est partout, qu'il doit se protéger. Et plus le temps passe, plus la ligne entre le bien et le mal s'efface. Pour lui, ce n'est plus une question de temps, c'est une question de nécessité. Ce qu'il s'apprête à faire, il le fait parce qu'il en est convaincu. Parce que dans son esprit désorganisé, il est déjà en guerre. Et bientôt, ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant le 27 juillet 2003. La nuit est tombée sur Peoria, mais Larry ne dort pas. Il tourne en rond dans sa maison, allume et éteint la lumière du couloir, s'arrête devant la salle de bain, puis repart sans y entrer. Depuis des semaines, peut-être des mois, il y pense. Il a répété le scénario dans sa tête, revu chaque détail, l'endroit, l'heure, les gestes. Il n'a pas de colère dans son regard, juste une espèce de calme étrange, comme si ce qui va arriver était écrit. Il prend alors sa voiture et conduit lentement dans les rues du centre-ville. Il connaît bien le quartier. Ici, personne ne pose de questions. Certaines femmes attendent, fatiguées, fragiles, visibles, et pourtant invisibles pour la police comme pour les autres. Il s'arrête, ouvre la fenêtre, parle doucement. La femme monte. Elle s'appelle Sabrina Payne. Mais lui ne demandera pas son nom. Sabrina a 36 ans. Elle semble calme, résignée, comme si elle avait déjà fait cela des dizaines de fois. Larry lui promet de l'argent. Elle lui fait confiance. Et ils prennent la direction de la maison de Larry. La maison de Larry est sombre. Sa mère n'est pas là ce soir. Ils entrent. Il l'invite à se détendre, à prendre une douche. Elle accepte. Dans sa tête, Larry entend un murmure qui lui dit que ce qu'il fait est justifié, qu'il fait ce qui doit être fait. Elle entre dans la salle de bain. L'ambiance est étrange, trop silencieuse. Il attend qu'elle ait le dos tourné, puis il agit. Avec une précision glaciale, il se rue sur elle, il la maintient. Elle tente de réagir, mais elle est prise par surprise. Il l'étouffe avec ses mains, longuement, assez pour que tout s'arrête. Pas de cri, pas d'appel à l'aide, juste une respiration qui ralentit jusqu'à disparaître. Il reste immobile quelques minutes après l'acte, comme pour être certain que c'est terminé. Il ne regarde pas son visage, il s'occupe du corps, l'enveloppe comme il peut et l'amène dans sa voiture. Mais ce soir-là, il ne peut pas rester trop longtemps. Il sait que sa mère peut rentrer à tout moment. Il prend alors la route sans plan, avec seulement une idée en tête, s'éloigner. Il conduit jusqu'à la campagne, du côté de Tremont. Il trouve un chemin de terre, s'éloigne de quelques mètres, puis dépose le corps au bord d'un champ. Il remonte dans sa voiture et rentre chez lui comme si de rien n'était. Le lendemain, il ne regarde pas les informations. Il ne vérifie pas les journaux. Il reste dans sa chambre, comme à son habitude. Le corps sera retrouvé quelques heures plus tard par un agriculteur. Les policiers feront leur travail. Ils prendront des photos, prélèveront des indices. Mais ils ne verront pas ce qu'il faut voir. Pour eux, ce n'est qu'une victime parmi d'autres. Ils ne savent pas qu'il ne s'agit pas d'un accident, pas d'un dérapage. C'est le premier geste d'une longue série. Le premier mouvement d'une mécanique mortelle que Larry Bright a déjà décidé de ne plus arrêter. Larry ne dit rien. Il ne ressent rien non plus. Il mange un peu, évite les regards, mais à l'intérieur, une chose est claire. Il n'a pas été puni. Rien ne s'est passé. Personne n'a frappé à sa porte. Personne ne l'a suivi. La peur qu'il aurait pu ressentir s'éteint, étouffée par une certitude nouvelle. Il se sent léger, comme s'il avait effacé quelque chose en lui. Comme si ce qu'il avait fait avait fonctionné. Et avec cette certitude vient une pensée. Peut-être qu'il devra le refaire, pas pour le plaisir, mais pour le contrôle, pour rester calme, pour rester propre. L'idée reste en silence jusqu'à ce qu'elle prenne une nouvelle racine.
Le 5 février 2004, peu après la tombée de la nuit, Larry est de nouveau dans sa voiture. Les rues sont calmes, l'hiver fait baisser la fréquentation. Mais elles sont toujours là, ces femmes que personne ne protège. Il conduit longtemps, puis s'arrête. Elle monte sans réfléchir. Elle s'appelle Barbara Williams. Elle a 36 ans. Et comme d'autres femmes de Peoria qui luttent pour trouver de quoi tenir jusqu'au lendemain, elle accepte l'argent qu'on lui propose en échange d'un moment de compagnie. Dans ce quartier, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne le dit ouvertement. Les femmes qui hier sont habituées à être utilisées, oubliées, parfois disparues. Ce soir-là, lorsque la voiture de Larry s'arrête, Barbara monte sans hésiter. Il parle peu, il lui promet de l'argent et un peu de produits. Elle acquiesce. C'est une routine qu'elle connaît, une négociation silencieuse où l'essentiel est souvent dans ce qu'il n'est pas dit. Il la conduit jusque chez lui. La maison est vide. Il s'installe, partage une dose. Le moment est calme, presque flou. Les effets de la substance commencent à se faire sentir. Elle se détend, elle s'assoupit. C'est à ce moment précis que Larry se lève, s'approche en silence. Il l'observe quelques secondes, puis il agit. Il passe derrière elle, lui saisit la gorge et l'étrangle avec ses mains, avec une pression contrôlée, comme s'il savait exactement combien de temps il devait tenir. Elle tente de bouger, mais son corps est lourd, son esprit est déjà loin. Elle ne peut rien faire. En quelques instants, tout s'éteint. Une fois le corps inerte, il reste immobile. Ce deuxième acte renforce en lui l'idée qu'il a le contrôle, qu'il peut faire cela sans conséquence. Larry attend la nuit complète, puis il transporte le corps de Barbara hors de la maison et le dépose dans un fossé à proximité de la ville d'Edwards, loin de la ville mais assez proche pour être trouvé. Le lendemain, la découverte est faite par un habitant qui promène son chien. La police arrive, prend des photos, recherche des indices, mais comme pour le premier corps, aucun nom n'est évoqué, aucun lien n'est fait. On parle d'un énième drame en marge. Et pour Larry, c'est la confirmation que son système fonctionne, qu'il peut recommencer, qu'il doit recommencer. Après le deuxième meurtre, quelque chose change en lui. Une conviction nouvelle, glaciale, l'idée qu'il est intouchable. Il a tué 2 fois, il a transporté des corps en pleine nuit, il les a déposés en plein air, sans masque, sans gants, et rien ne s'est produit. Pas de visite de la police, pas de voisins qui s'interrogent, pas de rumeurs, rien. Comme si ces femmes avaient disparu dans un vide que personne ne remarque. Pour lui, c'est la preuve qu'il a raison, qu'il fait ce que personne n'ose faire, qu'il nettoie ce que les autres laissent pourrir. Alors il se permet d'aller plus loin, de devenir plus audacieux. Cet été-là, en août 2004, il rencontre une nouvelle femme dans un coin discret de Peoria. Elle s'appelle Shakonda Thomas. Elle a 32 ans. Comme les autres, elle est en situation de fragilité, livrée à elle-même. Il s'approche avec la même méthode. Il lui propose un peu d'argent, une dose. Il est calme et gentil. Alors elle monte dans sa voiture. Pour Larry, c'est presque trop facile. Il rentre chez lui, mais cette fois, il a décidé d'agir autrement. Dans sa tête, cela fonctionnera aussi bien, peut-être même mieux. Dans la maison, le rituel est le même. Il consomme, elle s'apaise, elle ne voit pas l'attaque venir. L'étranglement est rapide, maîtrisé comme les fois précédentes. Mais lorsque le corps est devenu silencieux, il ne la transporte pas, il le garde. Il attend la nuit, puis il déplace le corps dans son jardin, allume un feu dans une fosse qu'il a déjà aménagée, un feu puissant. Il y dépose le corps et il reste devant longtemps à regarder la fumée monter. Il laisse les cendres refroidir, puis revient avec un marteau. Il ne veut pas qu'il reste de traces. Il écrase ce qui reste, broie ce qu'il peut. Et quand tout est assez petit, il jette les fragments un peu plus loin, dans le jardin. Il n'a plus besoin d'aller au champ. Le nettoyage se fait désormais chez lui. Shakonda Thomas sera déclarée disparue en août 2004. Personne ne sait où elle est passée. Il n'y a pas de témoins, pas de dernière localisation fiable. Juste un silence et un feu qui a brûlé cet été-là dans un jardin de Peoria. Larry ne compte plus les jours entre chaque acte. Le temps, pour lui, n'a plus la même valeur. Ce n'est pas l'impulsion qui le guide, ni l'excès. C'est une routine, une habitude qui s'est installée dans sa vie. Il vit comme avant, en apparence. Il vaque à ses occupations, échange quelques mots avec sa mère, traverse le quartier comme s'il était un homme parmi d'autres. Mais en lui, c'est autre chose. Il se sent différent, supérieur,
comme s'il avait découvert une vérité que les autres refusent de voir. Son jardin, ce morceau de terre entouré d'une clôture banale, est devenu son territoire, son sanctuaire. Personne ne se doute de rien. Il entretient la pelouse, sort les poubelles. Il semble calme, normal, mais à chaque pas qu'il fait sur cette herbe qu'il a brûlée en silence, il sait ce qui repose dessous. Il sait qu'il est le seul à savoir. Et cette idée lui donne une étrange forme de sérénité. Il ne prépare pas le meurtre suivant comme un projet. Il n'a plus besoin de planifier. Il suffit d'attendre. Elles sont toujours là, dans les rues, à attendre. Elles reviennent toujours, comme si le monde lui offrait ce qu'il croyait devoir détruire. Et la police, elle, ne dit rien. Elle constate, elle enterre des dossiers, elle classe sans suite. Elle traite ces disparitions comme des épisodes tragiques, mais habituels. Comme des histoires sans fin ni origine. Jusqu'ici, aucune enquête ne remonte jusqu'à lui. Il est invisible, parce que ceux qu'il vise sont invisibles aux yeux des autorités. Il le sait et il en profite. Il est en avance sur eux et il s'enfonce. Nous sommes toujours en août 2004. Ce mois-là, c'est Shirley Ann Trapp, 45 ans, qui croise sa route. Elle aussi en situation de fragilité, connue dans le quartier pour errer entre les parkings et les motels bon marché. Il l'approche comme les autres, même rituel, même tranquillité. Ils vont chez Larry, ils partagent une dose dans le salon, puis il la conduit vers la salle de bain. Elle ne se méfie pas, lui sait exactement ce qu'il va faire. L'étranglement est précis, contrôlé. Une fois le corps sans vie, comme pour Shakonda, il allume le feu dans la fosse du jardin. Il broie les restes une fois les flammes éteintes, puis il disperse les fragments. Rien ne restera d'elle, sauf une trace d'ADN qui sera identifiée des mois plus tard. En septembre, c'est au tour de Tamara Walsh, 29 ans, disparue après avoir été vue dans le même secteur que les autres. Même procédé, même fin. Elle aussi sera réduite à des cendres et des fragments d'eau. Le 25 septembre 2004, c'est Linda Neal, 40 ans, qui est retrouvée morte dans la rivière Mackinac. Larry avait pris une autre décision ce jour-là, se débarrasser du corps autrement. Il l'avait enveloppée, transportée jusqu'à la rivière et laissée là, portée par le courant. En octobre, 2 autres femmes disparaissent. Laura Lollard, 33 ans, et Brenda Irving, 41 ans. La première est incinérée dans la fosse du jardin. La seconde est déposée dans un fossé, près de Farmington. Il n'a plus besoin d'y penser. Il enchaîne les actes comme on coupe des branches mortes. Froid, précis, sans un regard en arrière. Depuis plus d'1 an, des femmes disparaissent autour de Peoria. Certaines sont retrouvées, d'autres non. Celles qui le sont ont été jetées dans des fossés, des rivières, ou abandonnées en bordure de route. Les dossiers s'empilent dans les commissariats du comté de Peoria, mais aucun regard ne les rassemble. À chaque découverte, c'est la même routine. Une autopsie sommaire, une recherche de cause possible, une fiche rédigée en attendant mieux. Les profils des victimes se ressemblent pourtant. Des femmes adultes, afro-américaines, fragiles, livrées à la rue ou à des dépendances connues. Mais ces similitudes ne sont pas traitées comme des indices. Elles sont classées comme des coïncidences. La police est débordée par d'autres urgences. Les investigations ne dureront que quelques semaines, parfois quelques jours. Les familles qui insistent se heurtent à des silences ou à des réponses automatiques, comme « aucune piste pour le moment, le dossier reste actif, nous faisons de notre mieux ». La vérité, c'est que personne ne prend la mesure de ce qui se passe. Il n'y a pas de réunion interservices, pas de profil psychologique, pas d'appel à des experts. Les enquêteurs qui s'occupent de ces cas le font par briques détachées, sans savoir qu'ils sont en train d'examiner les traces d'un même homme. Larry, lui, voit tout. Il suit les informations, il entend ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Chaque jour qui passe sans la moindre perquisition, sans le moindre interrogatoire, renforce en lui une idée. Il ne sera jamais pris. Il est trop prudent, trop lucide, trop en avance sur eux. Il choisit des femmes que la société ne défend pas et il se débarrasse des corps dans le silence d'un jardin clôturé. La police, loin d'être complice, est simplement aveugle, prise dans son propre rythme, ses propres priorités. Tant que le tueur ne s'expose pas, tant qu'il ne laisse pas une preuve directe, rien ne bouge. Et pour Larry, c'est une invitation. Il s'enfonce dans son rituel, sans aucune contrainte. À ce stade, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il est invisible.
Il est en confiance. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un événement allait venir rebattre les cartes. Nous sommes maintenant en décembre 2004. Ce jour-là, une femme est interpellée par la police pour une affaire mineure de vol. Elle s'appelle Vicky Baumard. Elle a 35 ans. Dans le fichier de la justice locale, son nom n'est pas inconnu. Elle avait déjà été arrêtée à plusieurs reprises, condamnée parfois. Elle a l'habitude des interrogatoires. Mais ce jour-là, elle décide de parler d'autre chose. Pas de l'affaire qui l'a menée ici, d'une autre histoire. D'un client qu'elle a rencontré 5 mois auparavant. Elle ne l'a jamais oublié. Selon son récit, l'homme l'avait conduite chez lui dans une petite pièce à l'arrière d'une maison, au fond d'une rue calme de Peoria. Un endroit fermé, discret. Après quelques consommations, il était soudainement devenu violent. Elle raconte qu'il avait tenté de la forcer, qu'il avait bloqué la porte, mais qu'elle avait réussi à s'échapper en se débattant. Paniquée, elle était partie sans rien dire, parce qu'elle était en fuite pour une autre affaire. Aujourd'hui, elle décide de parler, pas pour se venger, mais pour négocier une peine moins lourde. C'est une manœuvre, mais une manœuvre qui ouvre une porte. Les enquêteurs prennent note. Ils vérifient l'identité de l'homme qu'elle désigne. Un certain Larry Bright. Un nom sans historique violent officiel. Rien de majeur en tout cas. Rien qui ne fait tiquer dès les premières recherches. L'affaire est donc traitée comme une plainte tardive pour agression. Rien de plus. Mais ce qu'ils ont entre les mains, c'est une adresse, un lieu, un témoignage précis. Ils décident de le convoquer. L'interrogatoire se déroule fin décembre 2004. Larry Bright nie tout en bloc. Il est calme, fermé, froid. Les enquêteurs ne peuvent pas le confronter à des preuves concrètes. Aucun objet, aucune trace. Il est alors relâché. Mais après cette libération, le procureur n'est pas satisfait. Il sent que quelque chose cloche dans ce dossier. Pas les preuves, car il n'y en a pas, mais l'atmosphère, la structure du témoignage, la description des lieux, les détails et le calme inquiétant du suspect. Il décide de pousser l'enquête plus loin, par simple intuition. Le 20 janvier 2005, le procureur obtient un mandat de perquisition et la police reçoit l'autorisation de fouiller la propriété de Larry Bright, située au 3418 West Star Court. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver. Ils pensent peut-être mettre la main sur un couteau, sur des vêtements, sur une pièce fermée qui confirmerait le récit de Vicky, la plaignante. Rien de plus. Mais ce qu'ils s'apprêtent à découvrir n'a rien à voir avec une simple agression. Ce qu'ils vont trouver, c'est l'entrée dans un monde bien plus sombre. Un monde qu'aucun d'eux ne peut imaginer. Le 20 janvier 2005, la lumière est pâle. Une matinée d'hiver ordinaire à Peoria. Les agents de police arrivent à l'adresse mentionnée sur le mandat. Une maison sans histoire, clôturée, bien tenue, rien de suspect en surface. Ils frappent à la porte. Larry Bright ouvre. On lui explique la raison de la visite. Il ne s'oppose à rien. Il leur laisse l'accès à l'intérieur. La fouille est procédurière. Tout est photographié, inventorié. Les agents avancent pièce par pièce. Ils recherchent des objets liés à une simple agression. Peut-être un couteau, des vêtements, un élément qui pourrait confirmer le récit de Vicky Baumard. Rien ne saute aux yeux. La maison est ordonnée, presque vide. Puis l'un des enquêteurs ouvre la porte qui donne sur le jardin. Il s'y avance lentement. L'air y est immobile, normal. Mais quelque chose le gêne immédiatement. Ce n'est pas le silence, ni l'humidité du sol, c'est le dessin des parcelles. Plusieurs zones de terre ont été creusées, puis rebouchées. Des lignes fraîches, irrégulières, des bords qui ne correspondent pas à une simple opération de jardinage. Il s'accroupit, pose la main au sol. La terre est trop meuble, comme si quelqu'un avait travaillé ici récemment. Mais pourquoi ? Larry, en retrait, mentionne que lui et sa mère ont arraché des pieds de framboisier il y a quelques semaines. Rien d'inquiétant, assure-t-il. Mais le regard du policier ne quitte pas la zone. Il demande une marque. On trace alors un périmètre. On creuse. Les premières pelletées n'offrent rien. Puis soudain, les outils touchent un matériau différent. Des cendres, épaisses. Puis mêlé à cette matière brûlée, un fragment solide clair. Un bout d'os. Puis un autre encore. Certains trop petits pour être identifiés immédiatement. Mais l'un d'eux semble clair. C'est une phalange humaine. Les policiers s'immobilisent.
La scène change immédiatement. Ce n'est plus une perquisition normale, c'est une découverte de scène de crime. La maison devient un périmètre, un scellé. Après cette découverte, Larry est immédiatement interpellé et conduit au poste de police. Il est tranquille, il ne dit rien, il semble absent. Il est alors directement conduit dans la salle d'interrogatoire. Les premières heures sont muettes. Il refuse de parler. Les questions s'enchaînent. Il les entend, mais ne répond pas. Puis l'un des enquêteurs lui parle du jardin, de ce qu'ils ont trouvé. Il ne réagit pas immédiatement. Puis son regard se fixe au sol, et lentement, il se met à parler. Il commence par avouer un seul meurtre, puis un deuxième, puis un troisième. Le blocage cède, sa parole se déverse. Il détaille les victimes, les méthodes, le lieu. Il parle de la salle de bain, du feu, du marteau, de l'odeur qui restait pendant des jours. Il dit qu'il n'a jamais pu s'arrêter. Au total, 8 femmes, toutes afro-américaines, toutes attirées ici par promesse de consommation ou d'argent facile. Aucune n'est ressortie vivante. La police, sous le choc de ses aveux, ne met que peu de temps à corroborer ces faits. Après les aveux de Larry, l'information fuite rapidement. Moins de 48 heures après, la presse locale s'empare de l'affaire. L'adresse est rendue publique. Les photos de la maison font la une. La population de Peoria découvre avec horreur que ce qu'il pensait être un voisin ordinaire était en réalité un tueur en série terrifiant. Et très vite, un nom commence à circuler dans les rédactions. Un surnom, pour être précis. Un masque médiatique pour représenter la barbarie des faits. Ce surnom est The Bone Crusher, ou le broyeur d'os. Celui qui, après avoir fait disparaître les corps, broyait les os lui-même. Le 24 janvier 2005, 4 jours après la perquisition, Larry Dean Bright est officiellement inculpé de 8 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. 8 femmes, 8 vies supprimées entre juillet 2003 et octobre 2004. Dans les jours qui suivent, son dossier s'étoffe. Le jury est dispensé, il ne sera pas nécessaire. L'homme a tout avoué. En échange, Larry Bright accepte une procédure simplifiée. Pas de contestation, pas de stratégie de défense, juste la présence des familles. Le procès s'ouvre le 30 mai 2006. Larry Bright y apparaît amaigri, tête basse. Il ne regarde personne. Il ne dit rien, sauf lorsqu'il doit confirmer son nom. Dans la salle, certaines familles tentent de rester droites, d'autres s'écroulent dans les bras d'un proche. Le juge énumère les charges, l'une après l'autre. 8 fois, 8 femmes. Les experts présentent les fragments d'eau, les résultats d'ADN, les traces de combustion. Tout est accablant, il n'y a pas de doute. Larry Bright était seul, conscient, déterminé. Il avait tout organisé, jusqu'au moment où une seule victime avait réussi à fuir. Vicky Baumard. Elle est là, elle témoigne, sa voix s'éteint parfois, mais elle raconte, et chaque mot renforce l'image d'un homme glacial, déconnecté, dangereux. Le 6 juin 2006, le juge rend son verdict. Larry Bright est condamné à 8 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le dossier est classé, la presse relaye l'info dans tout le pays. Le nom de The Bone Crusher entre dans les archives les plus sombres des tueurs en série de l'Illinois. Dans l'ombre, certaines voix parlent d'autres victimes, d'autres États, d'autres années, mais rien ne sera jamais prouvé. L'histoire officielle s'arrête là. Voici donc la terrifiante histoire de Larry Dean Bright, un homme au visage ordinaire, réservé, qui a vécu pendant des années dans une maison anodine et qui, en silence, a commis l'impensable. 8 femmes ont croisé sa route, 8 femmes qui n'en sont jamais revenues, 8 familles détruites. Il n'a pas tenté de fuir, il n'a pas cherché d'excuses, il a avoué dans le détail, comme s'il racontait des anecdotes. Aujourd'hui, il est en prison pour le reste de sa vie, mais ses actes, eux, ne disparaîtront jamais. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.